Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Dans ce 8e épisode, nous allons prendre la paix au sens kantien. Non comme une émotion collective, non comme un idéal décoratif, mais comme un problème de structure. Kant ne complexifie pas la paix par goût de l'abstraction. Il la complexifie parce qu'il refuse de la confondre avec un simple apaisement. Son point de départ est réaliste. Des êtres libres peuvent entrer en conflit, des êtres intéressés peuvent abuser, des êtres compétitifs peuvent rivaliser. Et lorsque ces êtres s'organisent en états souverains, armés, sans instance supérieure, la coexistence ressemble à une trêve perpétuellement fragile. D'où une première thèse. Une paix définie négativement comme absence de combat ne vaut presque rien. Elle peut être qu'un équilibre provisoire, une mobilité imposée par la peur, un silence produit par la domination. Kant oblige à distinguer la paix véritable du simple calme. La paix au sens fort n'est pas un silence, c'est une construction. Elle tient non parce que l'humanité serait devenue vertueuse, mais parce que les institutions rendent la violence illégitime et progressivement inutile. Avant d'énoncer un programme, Kant commence par clarifier le concept. Il y a des formes de paix apparentes qui en réalité sont des impasses. Si on ne les démasque pas, on risque de poursuivre une paix qui endort ou une paix qui détruit. Cette opération critique précède l'architecture positive du droit. Elle montre pourquoi la paix ne peut être ni un paradis d'innocence, ni un arrêt de la vie. Pour installer cette clarification, nous allons travailler deux tableaux qui fonctionnent comme des mises en garde. Le premier ne se trouve pas directement dans Vers la paix perpétuelle. Kant le prépare dans un texte antérieur, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique en 1784, lorsqu'il réfléchit au rôle de l'antagonisme dans le développement humain. Le second revient au texte principal de 1795 et condense en une image noire le danger d'une paix conçue comme extinction. Quittons donc un moment le traité de la paix perpétuelle et ouvrons l'idée d'une histoire universelle. En particulier la proposition où Kant formule le concept d'insociable sociabilité. Kant convoque en arrière-plan une image héritée de la tradition littéraire, les bergers d'Arcadie, figure d'un âge pastoral supposé heureux, simple et concordant, où la vie humaine se déroule sans rivalité majeure, sans ambition démesurée, au rythme d'une nature bienveillante. Ce motif sert de contre-modèle. Il représente une paix naturelle, obtenue sans histoire, sans institution, sans travail de la raison. Kant s'en sert pour poser le problème de manière nette. Si l'humanité vivait réellement dans une paix Arcadie pacifiée, elle resterait au stade d'une harmonie innocente mais immature, car rien ne viendrait activer l'insociable sociabilité. Donc rien ne pousserait les hommes à développer leur capacité à entrer dans la culture et surtout à produire du droit. Autrement dit, l'Arcadie n'est pas l'idéal kantien, c'est l'illusion d'une paix qui éviterait le conflit au lieu de le transformer. La figure d'Arcadie, celle d'une vie simple et accordée sans grande tension, attire spontanément. Elle évoque un monde pacifié par la douceur, la tempérance et la concorde. Or Kant renverse l'évidence. Une paix obtenue naturellement, sans lutte, sans contrainte juridique, sans histoire, est une paix qui suppose une humanité inachevée. C'est donc ici que Kant introduit la structure qui gouverne son anthropologie historique, l'insociable sociabilité. L'humain veut vivre avec les autres parce qu'il a besoin d'eux et cherche reconnaissance et coopération, mais il veut aussi imposer sa volonté, rivaliser, dominer, ne pas être limité. La sociabilité produit donc de la tension, et cette tension produit du conflit. La nature, dit Kant, utilise cet antagonisme, non pour moraliser l'humanité, mais pour la pousser à travailler, à inventer, à instaurer des règles. Arcadie apparaît alors comme une fausse paix, parce qu'elle nie le passage par le conflit régulé, et fantasme une harmonie qui philosophiquement équivaut à une régression. À partir de cette première critique, nous pouvons revenir au texte principal de 1795, Vers la paix perpétuelle, où Kant formule une seconde mise en garde symétrique. L'autre illusion consiste à confondre paix et immobilité totale. Kant mentionne dès le préambule une enseigne d'auberge annonçant « à la paix perpétuelle » surmontée d'un cimetière. L'image est volontairement cruelle. La seule paix absolument perpétuelle au sens littéral est celle des morts. Kant s'en sert comme d'un avertissement conceptuel. Si on définit la paix comme absence totale de conflit, on glisse vers l'idée que la paix parfaite coïncide avec l'extinction.
c'est-à-dire avec la disparition même de la vie sociale. Cette critique vise aussi une tentation politique. Certains régimes produisent du calme par la peur, la surveillance, la contrainte. Mais ce calme n'est pas la paix, parce qu'il n'est pas compatible avec la liberté. Une société écrasée peut être silencieuse, elle n'est pas pacifiée. Kant refuse donc que la paix soit une pure négation, un reste quand tout est éteint. La paix digne de ce nom doit être un ordre vivant, un ordre où les conflits existent encore, mais se règlent plus par la violence. Ces deux tableaux encadrent donc maintenant une thèse plus positive. La paix ne peut être ni molle ni mortifère, elle doit être adulte et donc juridiquement construite. Kant peut alors poser son idée centrale. La paix perpétuelle est une idée de la raison pratique. Cela signifie qu'elle n'est pas un fait empirique qu'on constaterait comme un état du monde. Elle est une norme qui oblige et oriente l'action. On n'observe pas la paix perpétuelle, on s'en approche en organisant ses conditions. Autrement dit, la paix est un horizon régulateur qui impose une direction aux politiques. Cette paix est dite dure parce qu'elle ne repose pas sur la vertu spontanée. Kant ne parie pas sur une humanité devenue angélique, il parie sur une transformation des formes. La paix devient possible lorsque la violence cesse d'être un moyen recevable de régler les différends et lorsque les conflits se transforment en procédure. C'est pourquoi la paix reçoit un autre nom, le règne du droit. Et ce droit doit être pensé sur 3 plans complémentaires. Kant organise donc la paix selon ce triptyque, le droit civil à l'intérieur de l'État, le droit des gens entre les États, et le droit cosmopolitique, qui règle le minimum juridique des rencontres humaines à l'échelle globale. Commençons par le niveau le plus proche, la paix intérieure. Pour Kant, l'absence de combat visible ne suffit pas à prouver la paix. Tant qu'il n'existe pas de loi publique commune, chacun demeure juge en sa propre cause et la sécurité dépend utilement de la force. Or, une liberté qui dépend de la force ne peut pas être une liberté commune, elle devient la domination du plus puissant. C'est le sens de la sortie de l'état de nature. Entrer dans l'état civil, c'est accepter un ordre légal où la liberté est garantie extérieurement par des lois communes. Kant précise la forme politique la plus favorable à cette pacification. La constitution républicaine entendue techniquement. Républicaine ne signifie pas seulement l'absence de roi. Cela désigne un régime où la loi est souveraine, où les pouvoirs sont limités, où les citoyens sont libres et égaux sous une législation commune. Kant ajoute un argument institutionnel presque stratégique. Lorsque ceux qui décident la guerre en supportent les coûts, la guerre devient plus difficile à vouloir. Un peuple qui se sait auteur des décisions et victime possible de leurs conséquences hésite davantage. A l'inverse, un pouvoir non responsable peut décider la guerre comme une option instrumentale. La paix commence donc par une forme politique qui aligne la décision sur la responsabilité et qui rend la tentation belliqueuse moins rentable. Cependant, la pacification interne ne suffit pas. Même un État juridiquement ordonné demeure face aux autres États dans une situation analogue à l'état de nature. Le problème ici est structurel. Dans l'ordre international, il n'existe pas de tribunal supérieur universellement reconnu. Les États ne peuvent pas faire un procès pour défendre leurs droits. Leur recours ultime demeure la guerre. La guerre joue ainsi le rôle sauvage du jugement, et les traités de paix ressemblent souvent à des pauses parce que rien n'empêche structurellement la reprise du conflit. Kant refuse alors 2 solutions faciles. Il refuse le cynisme qui naturalise la guerre comme destin, mais il refuse aussi l'utopie d'un État mondial, un pouvoir politique unique à l'échelle du globe, qui risquerait de devenir un despotisme absolu faute de contre-pouvoir. Et il est peu possible que les États consentent réellement à dissoudre leur souveraineté dans un tout planétaire. La solution kantienne est donc confédérative. Une fédération d'États libres, une alliance durable dans laquelle chaque État reste souverain en interne, mais renonce à la guerre comme procédure normale de règlement des différends. La nuance est décisive. Il ne s'agit plus d'un traité qui met fin à une guerre particulière, mais d'une institution qui transforme la logique même des relations internationales. La paix cesse d'être un arrêt ponctuel, elle devient une forme juridique. À ce point, Kant ne se contente pas de principes. Il décrit les conditions négatives sans lesquelles la paix ne peut pas s'installer. Les articles préliminaires de Vers la paix perpétuelle fonctionnent comme une ingénierie de la confiance.
Il vise à empêcher que les États sabotent d'avance la possibilité d'un avenir pacifié. L'idée directrice est la suivante. Certaines pratiques rendent l'accord futur impossible, parce qu'elles détruisent la confiance à la racine. Une paix durable suppose que le monde reste juridiquement réparable. C'est pourquoi Kant condamne les traités frauduleux, les annexions déguisées, l'endettement destiné à la guerre, l'ingérence armée dans la constitution d'un autre État. Même lorsque la guerre existe encore, il faut empêcher qu'elle devienne totale et irréversible. La paix ne se décrète pas, elle se prépare, y compris en limitant les pratiques qui empoisonnent l'avenir. Kant ajoute un troisième niveau souvent négligé, le droit cosmopolitique. Car un monde peut réduire les guerres interétatiques tout en maintenant d'autres formes de violence par la colonisation, l'exploitation ou la prédation commerciale. Pour éviter que la paix se réduise à une entente entre puissances, Kant fixe un minimum juridique qui concerne les rencontres humaines à l'échelle du globe. Ce minimum s'appelle l'hospitalité universelle. Il ne s'agit pas d'une philanthropie. Kant ne dit pas « soyez généreux ». Il pose un droit strict. L'étranger pacifique a le droit de ne pas être traité comme un ennemi du seul fait qu'il arrive. Ce droit est un droit de visite, non un droit automatique de résidence. On peut refuser l'installation durable, mais on ne peut pas accueillir par la violence tant que l'autre reste pacifique. La justification est à la fois matérielle et normative. La terre est finie. On ne peut pas s'étendre indéfiniment sans se rencontrer. Cette finitude impose une coexistence et interdit de traiter l'autre comme un intrus absolu. Kant en déduit une critique précise des pratiques coloniales. Débarquer pour commercer en agissant en conquérant, traiter des terres habitées comme vacantes, imposer des comptoirs par la force, provoquer des guerres et des famines. Tout cela viole le droit cosmopolitique. Ce troisième étage complète le triptyque droit civil, droit des gens, droit cosmopolitique. La paix ne concerne pas seulement la diplomatie, elle concerne le statut juridique de l'humain dans un monde commun. Reste une objection. Ce programme présuppose des renoncements coûteux. Pourquoi des agents intéressés s'y soumettraient-ils ? Kant répond par une thèse assez paradoxale. Il existe dans le cours du monde une garantie de la nature. Il ne s'agit pas d'un optimisme providentialiste, mais de mécanismes historiques qui rendent la paix progressivement nécessaire, parfois même contre la volonté des acteurs. On retrouve ici le moteur de l'insociable sociabilité. L'antagonisme produit des catastrophes, mais il force aussi l'invention institutionnelle. Kant met en avant la proximité croissante due au peuplement du globe, le coût de la guerre qui finit par instruire les peuples et l'interdépendance commerciale qui rend la guerre de plus en plus irrationnelle du point de vue de l'intérêt. La ruse est donc ici ironique. L'égoïsme peut conclure à la paix, non par conversion morale, mais parce que la structure du monde transforme l'intérêt. Mais Kant ajoute une précision immédiatement décisive. Cette garantie n'excuse pas l'inaction. La nature fournit des conditions, la liberté doit en faire du droit. La paix est à la fois un mouvement rendu possible par des contraintes historiques et un devoir pratique qui appelle une décision institutionnelle. Kant opère ensuite un déplacement étonnant. Il applique le schéma de la paix non seulement à la politique, mais aussi à la philosophie elle-même, dans un texte qui pastiche le langage diplomatique. Annonce de la prochaine conclusion d'un traité de paix perpétuelle en philosophie, en 1796. Pourquoi ? Parce que la philosophie possède elle aussi son état de nature, des systèmes qui s'affrontent, des dogmes qui prétendent régner, des conflits interminables sans juge commun. Et là encore, Kant repère des fausses paix. Le dogmatisme produit un repos illusoire. Il endort la pensée sous l'assurance. Le scepticisme produit un repos par renoncement. Il arrête la construction. La paix philosophique authentique doit être autre chose. Elle prend la forme de la critique, c'est-à-dire de l'instauration d'un tribunal de la raison capable d'évaluer les prétentions de la raison elle-même. Le conflit des doctrines ne disparaît pas, mais il change de régime, il devient procédural. Kant parle alors de paix armée, armée parce que la pensée reste vigilante contre l'illusion. Paix parce que la dispute cesse d'être une guerre de position et devient un examen réglé. La critique institue un état légal au sein de la raison, comme le droit institue un état civil au sein de la société. Dans la critique de la raison pure,
Kant décrit la situation de la raison comme un champ de bataille. Lorsqu'elle raisonne dogmatiquement, elle retombe dans un état de nature, où les thèses s'affrontent sans règle commune, et où on ne peut faire accepter ses prétentions qu'au moyen d'une guerre. Ce point est décisif pour comprendre sa notion de paix. Ce qui manque à la raison comme aux États, ce n'est pas l'énergie ni les arguments, c'est une instance de droit. Kant propose alors la critique comme solution institutionnelle. La critique n'entre pas dans la mêlée pour gagner une victoire, elle établit un tribunal qui juge les droits de la raison en général et transforme le conflit en procédure. Dès lors, on ne vise plus une paix fragile obtenue par domination, une victoire suivie d'une trêve incertaine, mais une paix durable obtenue par une sentence qui remonte à la source des disputes. Et Kant précise l'attitude correspondante, laisser l'adversaire parler au nom de la raison, non le combattre qu'avec les armes de la raison, et regarder le combat depuis le terrain sûr de la critique, non pour en jouir, mais pour y découvrir l'illusion et les préjugés qui divisent. La critique produit ainsi la tranquillité d'un état légal, non pas l'arrêt des désaccords, mais un régime où les désaccords ne peuvent plus être traités autrement que par voie réglée. Pour finir, dans une perspective esthétique, Kant introduit une tension qui, à première vue, déroute. Comment l'auteur d'un projet de paix juridique peut-il écrire que la guerre a quelque chose de sublime, et qu'une longue paix tend à abaisser la manière de penser d'un peuple ? La clé est de comprendre que Kant ne fait pas ici l'éloge moral de la guerre. Il formule un diagnostic esthétique et anthropologique. Dans le paragraphe 28 de la critique de la faculté de juger, Kant remarque que ce qui impressionne le plus, même pour le sauvage, c'est l'homme qui ne cède pas à la peur. Celui que le danger ne fait pas fléchir et qui, précisément parce qu'il n'est pas dominé par l'affect, peut agir avec réflexion et vigueur. L'admiration pour le guerrier renvoie donc au niveau du jugement esthétique à une maîtrise de soi. L'esprit apparaît inaccessible au danger. Kant ajoute d'ailleurs une condition importante. Dans un état de civilisation, on exige du guerrier non seulement le courage, mais aussi des vertus pacifiques, douceur, piété, décence. Autrement dit, ce n'est pas la violence qui est admirée, mais la force de caractère capable de ne pas être asservie à la peur, et idéalement capable d'être contenue par des dispositions morales et sociales. C'est dans ce cadre que prend la formule fameuse « Même la guerre, lorsqu'elle est menée avec ordre et avec un respect sacré des droits civils, possède quelque chose de sublime et ne peut élever la manière de penser du peuple qui la conduit ainsi. » La condition est décisive. Kant ne parle pas de la guerre comme déchaînement ni de guerre totale, il parle d'une guerre encore tenue par des formes, où l'on reconnaît des droits, où la violence reste encadrée, où l'ennemi n'est pas transformé en chose à exterminer. Dans ce cas, la guerre met à l'épreuve le peuple, l'expose à des périls et peut manifester publiquement une disposition à ne pas se réduire à la conservation confortable, une capacité à risquer, à tenir, à se gouverner dans l'épreuve. C'est cela que Kant appelle sublime, non pas la destruction, mais l'apparition d'une élévation de l'esprit au-dessus de l'intérêt immédiat et de la simple sécurité. Le paragraphe 83 permet encore de déplacer l'analyse. La guerre n'est pas seulement un fait esthétique qui révèle ce que nous admirons. Elle joue aussi, historiquement, un rôle paradoxal dans la finalité de la nature. Kant explique que faute d'un tout cosmopolite, c'est-à-dire d'un système des États qui neutralise la capacité de se nuire, la guerre est pratiquement inévitable. Les passions d'honneur, de pouvoir et de richesse font obstacle à une coordination juridique stable. Mais il ajoute une thèse plus profonde. La guerre, tout en étant une tentative inintentionnelle, suscitée par des passions sans frein, peut fonctionner comme un mécanisme qui prépare une égalité compatible avec la liberté des États. Elle contraint les peuples à développer leurs talents, à rationaliser leur organisation et à pressentir la nécessité d'un ordre juridique plus large. Autrement dit, la guerre n'est pas justifiée, elle est interprétée comme un moteur aveugle qui pousse l'histoire vers la question du droit. Que reste-t-il donc au terme de ce parcours ? D'abord une définition exigeante de la paix. La paix n'est pas une atmosphère, mais un processus de juridicisation. Il faut d'abord dissiper les fausses paix, l'Arcadie qui infantilise, le cimetière qui éteint,
puis bâtir un ordre à 3 étages, constitution républicaine à l'intérieur des États, fédération d'États libres entre eux, droit cosmopolitique minimal pour réguler les rencontres humaines à l'échelle du globe. Ensuite, Kant donne à ce projet une robustesse particulière. Il ne présuppose pas la bonté humaine, il présuppose la possibilité de rendre la violence illégitime par des formes institutionnelles. Et il propose par là même une lecture historique, où même l'antagonisme et l'intérêt peuvent, sous certaines contraintes, contribuer à rendre la paix rationnelle et donc praticable. La paix n'est donc pas l'opposé simple de la guerre, elle est le nom d'une humanité qui apprend à transformer ses conflits en institutions, ses rivalités en procédures et sa puissance en droit.